modeste. Et si c'était juste de la peur bien habillée? Dans cet extrait audio, tu vas comprendre comment la morale peut devenir une arme, comment les valeurs qu'on t'a transmises ont peut-être été conçues pour te maintenir à ta place. Et à la fin, tu auras la possibilité de te questionner et d'en tirer les conclusions qui te sont propres, sans être influencé par ton environnement. Il y a un homme qui a décidé de prendre la morale, cette chose sacrée, intouchable, évidente, et de la mettre à l'épreuve, pas pour choquer, mais pour voir de quoi elle est vraiment faite. Il a passé sa vie à poser la question que personne n'osait poser. D'où viennent nos valeurs? Qui les a fabriquées? Dans quel intérêt? Il a failli perdre la raison à force de regarder trop loin. Certains l'ont détesté, beaucoup l'ont mal compris, quelques-uns ont eu la vie changée. Ce texte est une généalogie, pas de ta famille, de ta conscience. La révolte des esclaves dans la morale commence quand le ressentiment lui-même devient créateur et engendre des valeurs. Voilà l'idée qui dérange le plus. Ce n'est pas la force qui a créé nos valeurs morales, c'est la faiblesse. Imagine un groupe qui ne peut pas vaincre, qui ne peut pas s'imposer, qui ne peut pas prendre ce qu'il veut. Que fait-il? Il inverse le jeu. Il dit « La force est mauvaise, l'ambition est un péché. Vouloir plus, c'est de l'orgueil. » Et soudain, ne rien avoir devient une vertu. Subir devient de la noblesse. L'impuissance se déguise en sagesse. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. Tu l'as entendu, ce discours, peut-être dans ta famille, peut-être à l'école, peut-être dans ta propre tête. Qui te crois-tu pour vouloir ça? Reste humble, n'en fais pas trop. Du ressentiment, habillé en conseils bienveillants. Qui dans ta vie t'a appris à vouloir moins, et pourquoi cela les arrangeait-il? Chaque système de valeurs a un auteur, et cet auteur avait des intérêts. Le problème, c'est qu'on nous a remis des valeurs comme on nous a remis une langue maternelle, sans qu'on puisse choisir, avant qu'on puisse questionner. Et on les a intégrées si profondément qu'on ne les voit plus comme des choix, on les voit comme des évidences. Il faut être généreux. Mais jusqu'où? Pour qui? Au détriment de quoi? Il ne faut pas être trop ambitieux. Selon qui? Pour protéger quoi? Il faut penser aux autres avant soi. Toujours, même quand tu te noies, ces règles ne sont pas neutres. Elles ont été écrites par quelqu'un, pour maintenir quelque chose. La vraie liberté commence quand tu arrêtes d'obéir à des valeurs que tu n'as jamais choisies. Cite une valeur qu'on t'a transmise et demande-toi pour la première fois, est-ce que je la crois vraiment ou est-ce que je l'ai juste jamais remise en question? Même celui qui obéit veut dominer quelque chose. C'est l'ironie cruelle que peu de gens acceptent de voir. L'homme qui se soumet à l'autorité d'un groupe y gagne quelque chose. La sécurité, l'appartenance, le confort de ne pas décider, et parfois, le pouvoir de juger ceux qui, eux, osent, parce que le troupeau a une arme. L'exclusion, le regard, la honte sociale. Celui qui sort du rang sera rappelé à l'ordre, pas par la violence physique, par quelque chose de plus subtil. Le silence gêné dans la pièce. Le « Ah, il a changé lui » murmuré dans le dos. L'étiquette, prétentieux, bizarre, goïste. Le troupeau punit celui qui marche seul, pas parce qu'il est dangereux, parce qu'il rappelle aux autres ce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Y a-t-il quelque chose que tu ne fais pas ou que tu ne dis pas, uniquement par peur du regard du groupe? Ce n'est pas un éloge de la cruauté. C'est une mise en garde contre une forme de pitié qui affaiblit au lieu d'aider. Tu la connais, cette pitié-là. Celle qui fait qu'on ne dit pas la vérité à un ami parce qu'on veut lui éviter la douleur. Et il reste coincé 10 ans de plus dans la même situation.
celle qui fait qu'on prend tout en charge pour quelqu'un et on le prive de la seule chose qui aurait pu le faire grandir, l'expérience de ses propres conséquences, celle qui fait qu'on supporte l'insupportable dans une relation, en appelant ça de l'amour. La vraie bienveillance a parfois le visage de la dureté. Elle dit la vérité. Elle laisse l'autre affronter. Elle fait confiance à la capacité de l'autre à se relever. La pitié molle, elle, protège celui qui la donne de l'inconfort d'être honnête. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie à qui tu évites une vérité difficile, sous prétexte de le protéger, mais qui en réalité te protège, toi? Déconstruire les valeurs héritées n'est pas une fin, c'est un début. Le chaos intérieur, cette zone d'inconfort où plus rien n'est certain, où les anciennes certitudes s'effondrent, n'est pas un problème à résoudre. C'est la condition nécessaire pour quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas accoucher d'une étoile depuis un endroit confortable, lisse, parfaitement rangé. Les gens qui ont tout risqué, les gens qui ont tout repensé, les gens qui ont dit non à la vie qu'on attendait d'eux, et oui à quelque chose d'incertain, d'exigeant, de profondément leur. Ils ont tous traversé le chaos d'abord. Ce n'est pas une anomalie, c'est le chemin. Quel chaos en toi essayes-tu de calmer, de contrôler, de faire taire, alors qu'il est peut-être en train de te donner naissance? Prends une valeur, une seule, quelque chose qu'on t'a appris à considérer comme évident, et pose-toi ces 3 questions. D'où vient cette valeur? Est-ce que je la choisis vraiment, ou est-ce que je la subis? Tu n'as pas besoin de tout rejeter, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de commencer à choisir, au lieu de simplement hériter. C'est ça, la différence entre une vie subie et une vie pensée. Si quelque chose t'a mis mal à l'aise, c'est bon signe. Ça veut dire que quelque chose a bougé. Abonne-toi pour ne rien rater et pour continuer à progresser. Et dis-moi en commentaire, quelle valeur vas-tu questionner ce soir?